Je vais vous présenter Les Terres ravagées, fiction apocalyptique au Québec et en France, de New York à temps mort. Merci. Les récits de fin du monde, de dévastation planétaire, de robinsonade post-apocalyptique occupent une place majeure au sein de la science-fiction, particulièrement dans le domaine anglo-saxon, où Le Dernier Homme de Mary Shelley, en 1826, est l'un des plus anciens modèles du genre. Ce type d'histoire connaît une vogue ininterrompue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après que la crainte d'un holocauste nucléaire se fut mise à enflammer l'imagination des romanciers, cinéastes, BDistes et autres auteurs de fiction. L'apocalypse nucléaire, hantise de la guerre froide, exacerbée par les drames trop réels d'Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl, c'est la fin du monde classique dans la SF. Ce n'est pas l'unique forme de dévastation. On verra l'apocalypse, suivant les auteurs et les époques, provoquée par une pandémie, la pollution, la disparition d'une ressource vitale, une catastrophe naturelle, la collision d'une météorite, une guerre bactériologique, un enfer technologique, une attaque extraterrestre et même, parfois, une invasion de zombies. Ce qui s'observe depuis quelques années, surtout avec l'intensification du péril écologique, c'est une prolifération de scénarios post-apocalyptiques, pas seulement au sein de la fiction, pas seulement au sein de la littérature de genre comme la SF, l'horreur, mais également, par exemple, à l'intérieur de la littérature générale. Les exemples sont nombreux, vous en connaissez probablement plusieurs, de Will Self à Jim Crace, de Marcel Theroux à Colson Whitehead. On retrouve aussi ce type de scénario dans le registre non fictionnel, avec des essais comme celui du journaliste Alan Weissman, Homo Disparitus, avec des docu-fictions comme Terre, Population Zéro ou La vie sans humain. Fiction et non-fiction qui se demandent, par exemple, à quoi ressemblerait la vie sur Terre après la disparition complète ou partielle de l'humanité. Au bout de combien d'années les trésors patrimoniaux de l'humanité seraient-ils recouverts de rouille, d'eau, de cendres, de coussous, voire de forêts entières? Combien de temps mettraient les survivants d'un cataclysme planétaire avant de replonger dans la barbarie, l'anomie, l'esclavage et les affrontements claniques? Voilà le type de questions qui se posent dans ce contexte, revisitant l'inspiration des histoires de catastrophes et des récits survivalistes. En plus d'intégrer l'apport d'événements récents qui vont des guerres de l'ex-Yougoslavie aux attentats du 11 septembre, à l'ouragan Katrina, etc. Les œuvres qui nous intéressent montrent que l'impact de la Deuxième Guerre mondiale reste décisif. Ainsi, par exemple, dans Le Feu de Dieu de Pierre Bordage, après qu'une glaciation subite eut plongé le monde dans des ténèbres perpétuelles, Zoé, une rescapée adolescente, va décider de tenir un journal comme Anne Frank. La référence est explicite. Outre l'apport fourni par l'histoire moderne, l'inspiration apocalyptique jouit d'une solide tradition dans la culture occidentale, qui remonte bien sûr à l'Apocalypse biblique, ainsi qu'au mythe du déluge, de l'Atlantide, des villes maudites, voire, mais abusivement, aux conceptions cosmogoniques des Mayas. Le thème de la fin du monde est aussi ancien que la peur de mourir, écrit Jacques Guamard. Et c'est bien de cela d'ailleurs qu'il s'agit, d'une méditation sur la mort, sur le plan non seulement individuel ou social, mais anthropologique. Comme rarement auparavant, les astres sont aujourd'hui alignés pour produire un contexte de surenchère apocalyptique. Comme note David J. Brown en ouverture de Conversation en bordure de l'Apocalypse, l'avenir n'a jamais semblé, je vous traduis de l'anglais directement, l'avenir n'a jamais semblé plus brillant ni plus sombre. De toute l'histoire de l'humanité, il n'y eut jamais autant de motifs d'espérer et de craindre à la fois. Ce qui nous amène, on croirait entendre dans ses propos scientifiques Daniel 24, de la possibilité d'une île, dans la lumière qui décline, j'assiste sans regret à la disparition de l'espèce. Avec le pessimisme inhérent à la psychose nucléaire et au péril écologique, la post-apocalypse sert à imaginer la disparition de notre espèce, grande exclue de la post-histoire. Le sous-texte correspond en général à un réquisitoire contre la stupidité des hommes. Vous connaissez la séquence finale, La planète des scènes. « Ah, les fous, je vous hais. Ah, les criminels, ils les ont fait sauter leurs bombes. Ce monde de cauchemar, c'est la Terre. »
Nous voici en face donc d'un corpus d'une étendue vertigineuse et par conséquent, j'ai choisi de m'en tenir à quelques considérations de base qui devraient m'aider à poser les jalons de la fiction post-apocalyptique. Je vais me poser essentiellement 3 questions. Je vais me demander d'abord quelle est la nature de l'apport français et québécois en matière de post-apocalypse, qu'est-ce qui caractérise le domaine français par rapport au domaine québécois et à quelle particularité de forme ou de contenu peut-on reconnaître les œuvres les plus marquantes. C'est un vaste programme, j'en conviens. Nous ne ferons certainement pas le tour de la question en 20 minutes. Mais nous devrions toutefois en arriver à vérifier le postulat suivant. Les fictions post-apocalyptiques françaises et québécoises, si elles sont moins connues que leur vis-à-vis anglo-saxon parce que disposant d'une machine qui n'est pas aussi puissante, machine de diffusion moins puissante, n'ont cependant rien à leur envier. Elles contiennent elles aussi leur lot de classiques et de trésors qui expriment de façon puissante et originale certaines des grandes inquiétudes de l'humanité devant son avenir, ou si vous préférez, devant son absence d'avenir. Car classique post-apocalyptique il y a, et là ici d'entrée de jeu il est difficile d'éluder, compte tenu de sa diffusion exceptionnelle dans l'espace francophone en traduction, le domaine anglo-saxon qui fourmille d'exemples de classiques post-apocalyptiques. Je les mentionne rapidement, on les a mentionnés dans les conférences de mes collègues qui m'ont précédé. On peut penser par exemple au roman de John Wyndham, Le jour des Triffides, à celui de Richard Matheson, Je suis une légende, aux films qui ont été, et adaptations pour la télévision qui ont été tirés des 2 romans. On peut penser à la télésérie culte britannique Survivors, à la trilogie Mad Max. On peut penser dans le domaine du roman graphique ou de la BD américaine Y, le dernier homme, de Brian K. Vaughan et Pia Guerra. On peut penser à la série de Robert Kirkman, qui de la bande dessinée fait maintenant l'objet d'une télésérie appréciée, The Walking Dead. On peut penser au roman de Ballard, de Brunner, King, Brin, Atwood. Évidemment, McCarthy, The Road. Autant d'exemples qui tendent à suggérer que le cadre de référence en ce qui concerne la fin du monde relève en grande partie du domaine anglo-saxon. Spécialité anglo-saxonne, la post-apocalypse, sans doute, mais elle est aussi, au même degré, une spécialité française, et ce, dès la proto-science-fiction, qui fourmille d'exemples importants avec les écrits fondateurs de Cousin Grainville, de Camille Flammarion, de Renier Aîné, de José Moselli, etc. En ce qui concerne la frise chronologique retenue pour ce colloque, soit depuis 1950, on trouve quantité d'œuvres originales en français qui ont marqué la science-fiction. Le cas le plus célèbre est peut-être New York, qui a eu droit tout récemment à une adaptation en bande dessinée par Olivier Vatine. New York, qui est la déformation de New York. Les fictions de ce genre nous ont habitués depuis Régis Messac et Orwell aux réductions de langage. Donc New York, déformation de New York. Et c'est un roman donc que vous connaissez probablement tous, qui se déroule dans un univers âpre et hostile au 25e siècle. Un cataclysme a asséché la Terre. Cuba est devenue une chaîne de montagnes. Les océans, ou ce qu'il en reste, sont infestés de poulpes engendrées par d'anciennes technologies radioactives. Et l'intrigue va se concentrer sur une tribu d'humains au mode de vie primitif et qui sont menés par un chef guerrier, Toz, et guidés par une sorte de chaman, de sorcier, le Vieux, qui a l'habitude de visiter la ville des dieux, la ville des humains d'avant le cataclysme, pour en ramener toutes sortes d'objets hétéroclites qui vont avoir une valeur quasi sacrée aux yeux de ces survivants de l'Apocalypse. Bon, je vais un peu rapidement. Je dis rien sur des auteurs comme Barjavel, Spitz ou Régis Messac qui appartiennent plutôt au premier demi-siècle. Par exemple, Ravage de Barjavel, 1943, Le diable l'emporte, 1948. Le premier demi-siècle qui sera plutôt mis à l'honneur lors des suites canadiennes de cette rencontre l'an prochain.
Je passe rapidement sur la planète des singes, puisque la dimension post-apocalyptique lui a plutôt été ajoutée au cinéma. Je retiens par contre Maléville de Robert Merle, qui a eu droit lui aussi à une adaptation au cinéma en 1981, récemment pour le théâtre par Jérôme Dallotel sous le titre Ceux de Maléville. Le narrateur, Emmanuel Comte, c'est un miraculé en compagnie d'une vieille femme, la Menou, du fils de celle-ci, Momo, de 3 amis d'enfance et d'un géologue. Il a survécu à une explosion qui a dévasté la Terre. Le septuor de survivants doit sa survie au fait qu'il prenait part à une corvée de tirage du vin dans une cave profonde du château de Maléville qui va devenir le bastion où les 7 survivants vont essayer de réorganiser la vie après la dévastation. Et se buter à des difficultés considérables compte tenu de la rareté de la nourriture, de la menace des pillards, etc. Donc c'est un roman conventionnel sur le plan de la forme, qui est celle du récit d'aventure classique, mais qui possède cependant une construction assez particulière, puisqu'il débute comme un roman régionaliste pour prendre ensuite le ton d'un roman d'anticipation et pour se développer par la suite comme roman social, en privilégiant le mode de la Robinsonade, comme d'autres textes de Merle, notamment L'Île, inspiré de la révolte du Bounty. Et je mentionne un autre texte de Merle qui fait contrepoids, si on veut, à l'univers post-apocalyptique presque entièrement dénué de femmes qu'on trouve dans Maléville. Ce sera Les Hommes protégés, où là, on va voir, après qu'un mystérieux virus, l'encéphalite 16, ait entraîné la mort de la plupart des hommes, l'auteur imagine une dictature matriarcale, donc dans Les Hommes protégés. Si différents facteurs font de Niurk et de Maléville ce que j'ai appelé sans autre forme de procès 2 classiques post-apocalyptiques français, ils représentent 2 cas, certes notoires, parmi une veine d'inspiration qui regroupe un nombre considérable, exploité par un nombre considérable d'auteurs depuis les années 50. Les débuts de Besson, on l'a vu tout à l'heure avec Daniel, puisent dans cette inspiration. Le Dernier combat. Parmi les autres manifestations de cette inspiration post-apocalyptique, on peut mentionner les romans et nouvelles de Julia Verlanger, Gilles Thomas, Julia Verlanger, qui ont été rassemblés il y a quelques années dans La Terre sauvage chez Bragelonne, qui regroupe notamment 3 romans. L'autoroute sauvage de 1976 et les 2 suites, La mort en bille 1977, L'île brûlée 1979, et qui relate l'Odyssée, encore une fois, l'Odyssée périlleuse de Gérald et d'Annie dans une France dévastée par une guerre bactériologique. On peut penser à Pierre Pelot aussi, Kid Jesus, par exemple, où on voit la France minée par un cataclysme et entrer dans une nouvelle période glaciaire. On peut penser à des exemples de bandes dessinées, Jérémia, de Herman, La Zone, Eric Stallner. On peut penser à des romans de Pierre Bordage, Les Derniers Hommes, Le Feu de Dieu, que j'ai mentionné tout à l'heure. Feu de Dieu qui relate le périple d'un homme. Franck, c'est d'une enfant muette, Suréa, de Paris au Périgord noir, dans une France affligée de séismes, de glaciation et de ténèbres. On peut également penser à Jean-Pierre Andrevon, dont il a été question hier, Le Monde enfin, ou son roman Un horizon de cendres, qui date de 2004 et qui est l'une des rares modulations françaises du roman zombie. Une des rares, mais pas la seule, puisque tout récemment, un roman de Julien Péluchon qui s'appelle Pop et Coq raconte, se veut une sorte de Bouvard et Pécuchet de l'Apocalypse,
où deux joyeux drills, Pop et Coq, apprennent à composer avec une ville de Rouen ruinée par des hordes de zombies, de barbares et de bêtes sauvages. La particularité de Pop et Coq, c'est de procéder, comme certains textes de la littérature contemporaine, de l'inspiration, des tropes de la science-fiction. C'est le cas, par exemple, avec un roman étonnant de Céline Minard, Le Dernier Homme, qui doit sa survie au fait qu'il était un astronaute, le dernier astronaute dans une station orbitale. Et quand il redescend sur Terre, bien, surprise, l'humanité a complètement disparu. Un exemple parmi d'autres, hein, parce que vous connaissez, par exemple, les textes de Volodine. Volodine, sous un autre pseudonyme, celui de Lutz Bassmann, a puisé dans l'inspiration post-apocalyptique, aussi dans Les Aigles Pus. Le cas de Houellebecq aussi, on peut mentionner. Bref, du côté français, on a une appropriation particulièrement étendue et constante du motif post-apocalyptique dans la littérature de genre, dans la littérature générale, mais aussi dans les 7e et 9e arts. Cette production jalonne les années d'évolution de la SF depuis les années 50 et privilégie, comme l'ensemble de la SF française, des intrigues propices à l'analyse sociale, sociétale. Elle a donné lieu à des classiques tels que Niurk et Maléville. Elle s'enracine dans une tradition de l'imaginaire qui remonte au temps de la proto-science-fiction. Elle a inspiré des traitements narratifs variés en dehors du champ de la science-fiction. Volodine, Houellebecq, Minard, même Xavier Molia, peut-être que vous connaissez. Il ne reste alors aux chercheurs qu'à en retracer l'histoire et plus spécialement l'histoire littéraire, ce qui, de manière détaillée, ce qui représente une tâche colossale. Passons aux apocalypses québécoises. Photos non retouchées, hein? Ça c'est la réalité québécoise de chaque année. Le contraste offert par la production québécoise est davantage d'ordre quantitatif que qualitatif. Si l'inspiration apocalyptique a donné lieu à des œuvres diverses, d'un intérêt indéniable, notamment sur le plan formel, on ne peut guère parler de prolifération, du moins pas encore. On retrouve toutefois certains éléments qui caractérisaient le domaine français, par exemple la présence d'un classique vivant de la science-fiction québécoise, je pense aux Chroniques du Pays des Mers, d'Élisabeth von Arbour, dont l'action s'appuie sur une dévastation de la Terre. On peut penser aussi au deuxième roman de Nicolas Dickner, Tarmac, qui a été renommé dans sa traduction anglaise Apocalypse for Beginners, et qui évoque l'obsession d'une famille, les Randall, pour la fin du monde. On peut aussi penser à La Nuit des morts vivants de François Blais, qui raconte pas une apocalypse zombie, mais qui va filer la métaphore du zombie pour relater le quotidien insignifiant de deux trentenaires noctambules, Pavel et Molly. Le premier cas important de fiction post-apocalyptique québécoise dans notre frise chronologique, c'est un recueil de nouvelles d'Yves Thériault, Si la bombe m'était comptée, qui date de 1962. Il s'agit d'une des rares, pas la seule, mais d'une des rares incursions de l'auteur Dagaguk, éminent polygraphe dans le domaine science-fictif. C'est un recueil particulier puisque les 4 nouvelles qui le composent, je vous les ai nommées, sont entrecoupées de documents scientifiques et sociologiques. Par exemple, l'un va décrire les effets des radiations. C'est un texte qui a été écrit, qui est présenté par l'auteur au début comme un cri d'angoisse pour réagir en un temps de péril particulièrement intense. C'est un livre écrit en pleine psychose atomique. En 1962, c'est l'année de la crise des missiles de Cuba. Si la bombe m'était comptée, adopte différents points de vue narratifs pour lancer, comme je vous mentionnais, un cri d'angoisse. Par exemple, dans la première nouvelle, Akia Nuten, qui en langage montagnais veut dire le vent du sud, on trouve un montagnais de la côte nord qui refuse de prêter assistance à une famille de blancs réchappés in extremis d'une série d'explosions atomiques. Dans la deuxième nouvelle, La continuation, qui se déroule dans un Paris en ruine et revenu à la vie agreste, Jean et Flavie sont 2 amoureux. Ils décident de s'aimer malgré l'absence de loi, donc sans mairie ni curé pour sceller leur union.
Dans Le Monde meilleur, qui se déroule à New York, un métis va se buter à la paranoïa d'un groupe de survivants réfugiés dans le métro new-yorkais. Enfin, dans Yuri, la grande bombe H des Américains va éclater juste après que le héros, un vieux portier moscovite, la nouvelle se passe à Moscou, un vieux portier qui est lassé par sa vie de moujik, décide de faire une déclaration désobligeante à son chef. Donc la bombe éclate juste à ce moment-là. Injustement négligé dans le champ des études thériosiennes, considéré à tort comme un texte mineur, Si la bombe était comptée dénote au contraire un conteur au sommet de sa forme. Un autre exemple, vous le connaissez, je le mentionne, vous le connaissez depuis la présentation de Patrick Gay hier, issu lui aussi, comme le texte de Thériault, de l'étonnante collection des romanciers du jour, Les Nomades de Jean Tétrault, roman écologique avant la lettre selon Claude Janel, où on trouve donc une Italienne, Silvana, qui va traverser les terres désolées d'une Europe détruite par un accident nucléaire. Le grand classique de la science-fiction québécoise qui s'appuie sur une donnée apocalyptique, c'est les Chroniques du Pays des Mers de 92, où Elisabeth von Arbour nous transporte dans une société post-cataclysmique du futur, où la population masculine a drastiquement décru et où les individus sont classés en fonction de leur capacité à procréer. La couleur verte pour les prénubiles, le rouge pour les adultes fertiles, le bleu pour les adultes infertiles ou âgés. Le pouvoir de type gynocentrique est exercé par les captes, les mères, qui sont seules autorisées à engendrer des enfantes avec les mâles. Le roman va suivre l'évolution de Lisbée, fille de la mère de Béthélie et promise à sa succession. Jusqu'au jour où elle se découvre stérile, elle va alors devenir exploratrice et chercher, ça concorde, chercher à percer les secrets du passé. On apprend que le Pays des Mers est relié mythologiquement à un roman antérieur de von Arbour, Le silence de la cité, en 1981. Cet autre récit post-apocalyptique se déroulait 3 siècles après que les abominations des catastrophes environnementales eurent détruit la civilisation et amené un groupe de savants à se replier dans une société souterraine. Un autre auteur